Citoyens du monde, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode du journal du Mercato nantais à ce jour. Un épisode qui sera un petit peu hors série parce qu'on ne va pas uniquement se focaliser sur les dernières nouvelles et les dernières informations du Mercato nantais, mais on va aussi profiter d'être à un mois de la fin du Mercato, d'être à 2 semaines du premier match face au PSG, un petit peu plus de 2 semaines, pour faire un point sur le Mercato et un point sur l'effectif nantais. On a quand même déjà eu un petit peu de matière à observer, les 2 premiers matchs amicaux face à des clubs de Ligue 2, Laval puis Guingamp, et un match assez riche d'enseignements, un derby amical face au Stade Rennais qui aura duré 130 minutes il me semble, donc l'occasion de bien voir la profondeur de banc, de bien voir aussi les premières mises en place tactiques de Luis Castro qui par séquence fonctionnent. Par d'autres moments, tu sens qu'il manque encore un peu de repères. C'est normal, ça fait à peine un mois que Luis Castro travaille avec ses joueurs. Il y en a d'autres qui sont arrivés aussi sur le tas. Donc, in fine, c'est normal qu'on ne voit pas encore tout ça fonctionner. Mais il faut quand même prendre en compte qu'on est à moins de 20 jours de la réception du PSG. Les troupes devront être prêtes à ce moment-là pour enchaîner derrière. Ça va aller très vite. On sera rapidement rendu à la fin septembre et on aura déjà 5-6 matchs, 5-6 journées de Ligue 1 et on parlera peut-être déjà de crise. Du moins, je ne l'espère pas. Bref, revenons sur le Mercato. Donc il y a eu un papier chez Ouest France qui est sorti il y a 3-4 jours qui du coup fonctionne particulièrement bien avec l'épisode que je vais faire là, puisqu'ils avaient fait un petit peu un point sur le Mercato et à la fois un point sur l'effectif, quel poste était ciblé et par le staff technique et par la cellule de recrutement, quel joueur ne serait pas retenu en cas d'offre. Donc voilà, il y avait un point un peu sur l'effectif nantais et un point Mercato aussi, donc je trouvais ça assez intéressant d'en parler dans cette vidéo, rajouter à ça quelques infos Mercato évidemment, sur lequel j'avais envie de m'exprimer, sur lequel j'avais envie de donner mon avis. Donc on attaque tout de suite avec la principale information, c'est le départ de Nathan Zézé qui devrait se concrétiser dans les prochaines heures. Un accord a d'ores et déjà été trouvé entre le FC Nantes et Neom SC. Jeudi, Ouest France nous annonçait que 2 clubs avaient fait une offre ferme pour le jeune défenseur central nantais. Donc il y avait le club espagnol de Villarreal qui avait initialement les préférences sportives du joueur, et il y avait le club saoudien du Neom SC. Foot Mercato nous avait précisé au fur et à mesure de la journée que Bournemouth et l'Inter Milan surveillaient également le dossier. Donc une bataille à 4 clubs, on se disait qu'on aurait peut-être droit à une vraie enchère pour la pépite nantaise. In fine, quand on parle d'enchère, on parle aussi de quel club est le plus puissant financièrement. À ce petit jeu-là, l'Arabie Saoudite rigole avec les finances basses des clubs en Europe. Puisqu'ils peuvent se permettre de donner des salaires qu'on ne voit nulle part, surtout pour un jeune de 20 ans qui a à peine une saison pleine en Ligue 1 puisqu'il s'est blessé une bonne partie de la saison, notamment en seconde partie de saison là avec Nantes. Donc ils sont arrivés, donc on parle d'une offre de 20 millions d'euros de la part du club saoudien avec des bonus qui peuvent faire monter le total jusqu'à 22-23 millions d'euros et un pourcentage à la revente, il me semble que c'est 10%. Donc voilà, Nathan Zézé devrait du coup prendre la direction du Neom SC. Il a déjà passé sa visite médicale, contrat de 5 ans. Bon, j'ai vu pas mal de réactions sur Twitter, même dans les médias qui parlaient. Du coup voilà, c'était l'occasion de parler de tous ces jeunes joueurs-là qui partent très tôt en Arabie Saoudite. C'est vrai qu'on est habitué que ce soit même à l'époque quand le marché chinois venait en Europe pour aller chercher des bons joueurs, on était habitué à voir des joueurs, je veux pas dire en fin de carrière, mais qui avaient déjà fait leurs preuves partir là-bas. Là où Nathan Zézé, Villarreal, finalement c'est vrai que ça aurait été la suite logique pour lui. Après Nantes, aller tester un bon club en Espagne, un club qui aurait fait peut-être le dernier tremplin pour Nathan Zézé, qui aurait pu aller chercher des top clubs européens par la suite, mais non, il a choisi l'Arabie Saoudite. Est-ce qu'on peut réellement le blâmer? On est évidemment sur un salaire qu'il n'aurait jamais pu toucher. Alors, on peut se dire qu'il aurait pu atteindre un salaire important et une vraie importance aussi sportive s'il avait pris son temps, qu'il avait fait 2-3 ans à Villarreal, que derrière, il aurait eu seulement 23 ans, il aurait pu aller titiller un gros club de première ligue, etc. Il a choisi l'Arabie Saoudite directement, il a choisi peut-être de brûler un petit peu les étapes, évidemment favoriser et mettre un peu à l'abri toute sa famille. Il a fait un choix qui est évidemment financier au détriment du sportif. On peut pas vraiment le blâmer parce que je pense que si autour de lui, on lui a dit vas-y, tu y vas 1 an, 2 ans, tu reviens, mais au moins voilà, au moins tu seras sûr, au moins tu auras réussi ta vie, Nathan. Tu vois, je pense que c'est un petit peu comme ça qu'il faut voir la chose. Voilà, évidemment, je le regrette un peu parce que moi, de mon point de vue de supporter de Nantes, d'observateur, qui aime beaucoup la formation nantaise, qui suit les jeunes aussi qui quittent Nantes par la suite, c'est vrai que j'aurais aimé le voir continuer à
à briller peut-être en Espagne, à voir aussi la réaction des Espagnols à son arrivée, dire oh, en fait il est vraiment pas mal ce défenseur, le voir continuer à progresser, peut-être la première ligue, etc. Finalement on n'aura pas le droit à ça tout de suite. Il prend la direction de l'Arabie Saoudite qui fait véritablement son marché en France. Lacazette, Benrahma, Amadou Koné, le Rémois, maintenant Nathan Zézé. Ils sont en train de piller la Ligue 1 qui finalement se laisse faire parce que à chaque fois c'est quand même des transferts importants avec des salaires sur lesquels tu peux pas lutter. Donc on prend l'oseille, on vous laisse le joueur. De toute façon, tu peux rien faire finalement. Donc voilà, Nathan Zézé qui prend la direction de Neom. Qui dit départ de Nathan Zézé dit évidemment qu'il faut ouvrir le dossier défense au FC Nantes. Je vais en revenir par la suite de la vidéo. On continue avec les infos qui ont été données notamment dans ce fameux papier de Ouest France qui tirait du coup un petit peu un bilan sur la suite du mercato qui arrive au FC Nantes. 3 joueurs ne seront pas retenus en cas d'offre au FC Nantes. Plus que 3 joueurs, hein. C'est un peu comme ça qu'il faut voir la chose parce que initialement il y en avait peut-être au moins une dizaine, donc c'est pour dire que Nantes a quand même bien réussi à vendre et je le dis à chaque épisode, je suis vraiment content de la tournure que prend ce mercato, au moins dans le sens des départs, c'est-à-dire que Nantes a pris acte qu'il fallait renouveler son effectif. Ils font pas semblant, c'est-à-dire que tout le monde y passe et je trouve ça assez logique finalement. Là, il y a quasiment aucun départ que je trouve illogique. Peut-être celui que je regrette le plus sportivement, c'est celui de Douglas à Augusto au moment où on se parle, parce qu'il n'y avait pas vraiment une fin de cycle encore. Pour les autres, je trouve qu'il y a une forme de logique. Alors les arrivées, c'est encore un autre sujet. Mais voilà, Nantes parvient à beaucoup vendre. Donc les 3 joueurs qui sont encore susceptibles de quitter le club en cas d'offre et qui ne seront pas retenus. Mostafa Mohamed, qui selon ce fameux papier de Ouest France intéresse Nice et le fameux club ami du FC Nantes, le Panathinaikos, qui nous ont récupéré Chirivella et Lafont sur ce mercato et qui pourrait aller chercher un 3e Nantais. Du côté de Nice, il est sur la shortlist, c'est encore loin d'être fait. Nice cherche un attaquant pour remplacer Gaëtan Laborde et peut-être même Evan Guessant, qui justement a failli rejoindre le club que va rejoindre Nathan Zézé, le Neom SC en Arabie Saoudite. Il est sur la shortlist de Nice et le Panathinaikos également le surveille et pourrait faire une offre dans les prochaines semaines pour Mostafa Mohamed, qui ne sera pas retenu du coup par le FC Nantes. C'était annoncé déjà en début de mercato. Nantes reste fidèle à ça. Ils ont recruté Youssef El Arabi et la vente de Nathan Zézé nous rassure dans l'idée, je pense, que Mathis Ablin devrait rester une saison de plus au FC Nantes, à part offre irrefusable, ça existe. Une offre de 30-40 millions pour Ablin, tu peux pas la refuser. Par contre, du coup, Nantes n'étant pas vendeur, Nantes sera évidemment en position de force, parce que là, Nantes a complètement parfait ses finances. On parle de 40 millions d'indemnités de transfert, et tu rajoutes à ça, parce que quand on tire un peu la grille salariale, l'économie sur le budget salaire du FC Nantes, c'est quasiment divisé par 3, je crois que c'est quasiment 17 millions d'économies par an sur la charge salariale, donc c'est énorme. Donc Nantes, évidemment, ça permet à Nantes de pas réinjecter de l'argent du propriétaire Valdemar Kita. Donc voilà, les 2 autres joueurs susceptibles de quitter le club en cas d'offre, c'est les 2 latéraux, Jean-Kévin Duverne qui a un salaire assez important et Fabien Santonce qui enchaîne blessures, problème de comportement à l'époque avec Pierre Aristouille qui avait fait un prêt correct à l'Hellas Vérone mais qui n'a pas trouvé de point de chute par la suite. Il sort d'une saison quasiment blanche avec Nantes. Alors sera-t-il relancé? On l'a vu jouer quelques minutes là face à Rennes. Bon, c'était pas inintéressant non plus. Je trouve que évidemment si le joueur était à 100% de ses capacités, je pense que ce serait le meilleur latéral de l'effectif nantais. Mais on ne l'a jamais vu à ce niveau-là à Nantes. Donc c'est compliqué d'espérer de le revoir à son niveau du FC Metz, tant les années passent, les problèmes aussi, les blessures aussi. Donc plus ça va, plus on sent qu'on se rapproche de la fin de l'histoire pour Fabien Santonce. Donc ça pourrait arriver sur cette fin de mercato. Si un club s'intéresse à lui, je pense que Nantes ne sera pas trop gourmand pour son latéral droit. Avec tous ces départs potentiels, Nantes cible encore quelques joueurs. Sans même parler de départ, Nantes cherche 2 ailiers, un à droite pour concurrencer Benatab, un autre à gauche pour concurrencer Guirassy et Mahamoud dans une moindre mesure, puisque c'est Guirassy qui semble un peu plus avoir les faveurs de Luis Castro, du moins de ce qu'on voit au niveau des matchs amicaux. Guirassy, c'est 3 titularisations sur les 3 matchs, il me semble. Nantes avait fait le choix d'ailleurs de le garder, un choix fort, alors que un club belge, je crois que c'est le club Bruges, le surveillait de assez près et avait soumis une offre même de 5 millions d'euros au début du mois de juillet. Nantes avait refusé. Guirassy fait évidemment partie du projet autour des jeunes du FC Nantes. Donc voilà, donc 2 ailiers sont pistés, rajouter à cela un latéral capable de jouer
des deux côtés, donc un latéral assez polyvalent. J'aurais une préférence sur le fait qu'il soit gaucher, qu'il joue au poste de latéral gauche, puisque comme vous le savez, je suis assez mécontent du retour de Nicolas Kozza, qui est pour moi un aveu de faiblesse terrible, parce que je maintiens que c'est pas un latéral qui a le niveau Ligue 1, et ce n'est que des matchs de préparation, mais je trouve qu'il a été en difficulté sur les 3 matchs. Pas plus qu'un jeune, mais pas moins non plus. Donc voilà, Kozza, je suis très mitigé sur l'idée de partir avec Kozza et Amiens en tant que titulaire dans la défense. Rajouté à cela, Ouest France nous apprend qu'en cas de départ de Mostafa Mohamed, un buteur pourrait être recherché et qu'une réflexion se tenait actuellement pour savoir si un remplaçant sera recherché pour Nathan Zézé au poste de défenseur central, en sachant que Nantes est d'ores et déjà allé chercher 2 défenseurs centraux sur ce mercato, Uros Radakovic, le géant serbe d'1m94, et Chidozie Awaziem qui a fait son retour au FC Nantes. On peut commencer un petit peu à parler de l'effectif. Avec pour moi ce qui est le point principal, on a parlé du coup du départ de Nathan Zézé qui était peut-être une des rares valeurs sûres dans cette défense, puisque actuellement, si on tire un peu une ligne défensive titulaire du FC Nantes, on a donc Nicolas Kozza au poste de latéral gauche, une charnière Awaziem et Radakovic ou Sékou Doucouré. Je pense que ce sera peut-être plus le deuxième au vu de ce qu'on entend de Radakovic en interne et de ce qu'il a montré sur ses premiers matchs. Je pense malgré tout qu'il vient plus dans un rôle de doubleur, donc peut-être qu'il y aura un jeune lancé aux côtés d'Awaziem, Tilel Tati ou Sékou Doucouré. Doucouré est un petit peu plus âgé et la suite logique pour lui serait effectivement de gagner en temps de jeu, lui qui avait été lancé par Antoine Comboiré, qui avait disputé quelques minutes en fin de saison avec Nantes. Donc Doucouré, Awaziem en charnière, et Kelvin Amiens, capitaine, titulaire au poste de latéral droit. Amiens, attention, c'est pas une valeur sûre non plus. Mais finalement, quand on tire la ligne de 4, c'est peut-être celui où j'ai le plus de certitude. Amiens, on sait déjà, ça fait 1 an et demi qu'il est à Nantes, c'est quelqu'un d'assez sérieux, même dans son mode de vie, il fait attention à son alimentation, voilà, c'est quelqu'un de sérieux, c'est un bon professionnel, qui a évidemment quelques déficits techniques, notamment dans ses projections offensives, ou parfois, notamment quand il est aligné au poste de piston par Antoine Comboiré, ça a été compliqué, d'où l'idée d'ailleurs du coach kanak de titulariser à l'époque Sorba Thomas au poste de piston droit. Kozza, c'est un peu tout l'inverse, il était meilleur en piston parce qu'il arrivait à mieux défendre, parce qu'il était proche des attaquants, mais au poste de latéral gauche, défensivement, je trouve que c'est une catastrophe. À chaque fois qu'il monte, il laisse des espaces énormes derrière lui, et quand il monte, c'est des tout droits. Kozza, 3e prêt consécutif, j'en ai déjà assez parlé, pour moi c'est catastrophique comme choix de la part de la cellule de recrutement, je ne comprends pas. Donc c'est pour ça, j'espère voir un arrière gauche arriver, et au moins concurrencer Kozza, si ce n'est devenir titulaire et lui passer devant. Alors est-ce que une arrivée d'un latéral polyvalent, donc qui peut jouer à droite ou à gauche, est conditionnée à un départ de Santonze et ou Duverne, c'est possible? Moi, effectivement, je suis pour un départ de Duverne, même si, à mes yeux, et je sais que tout le monde ne sera pas d'accord, mais à mes yeux, Jean-Kévin Duverne est meilleur que Nicolas Kozza, il offre plus de certitude défensive, et je le maintiens, franchement. Je devrais vous sortir, je pense, le nombre de points gagnés par match entre Duverne et Kozza, la différence est abyssale. Voilà, Kozza, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ce joueur-là, et j'espère sincèrement qu'on va pas démarrer avec lui en tant que titulaire, parce que je le trouve vraiment catastrophique et en grande difficulté. Donc, j'ose espérer que Nantes au moins trouvera une solution alternative en doublure ou pour le concurrencer, si ce n'est pour être titulaire, mais un autre latéral gauche pour réussir à ne pas partir en disant vas-y all-in sur Kozza au poste de latéral gauche et qui nous fasse perdre plein de points. Je ne le souhaite évidemment pas. En défense centrale, il y a également d'autres doutes. Radakovic, on l'a dit, j'avais des gros doutes sur son arrivée. Je me gardais une réserve, je l'ai jamais vu jouer, je garde toujours cette réserve parce que voilà, on peut pas tout juger sur des matchs amicaux, etc. Mais des échos qu'il y a en interne et de ce qu'on voit, bon, le moins de matchs il fera en tant que titulaire, le plus de points on prendra, c'est pas impossible. En tout cas, il est pas rassurant du tout pour le moment, le défenseur serbe. On verra bien, mais c'est vrai que ce recrutement-là laisse aussi un peu à désirer. 31 ans, je pense qu'il sera pas titulaire avec Nantes, à voir. Awaziem, bon, il a fait son premier match là face à Rennes. Voilà, il a plutôt bien tenu la vitesse d'Arnaud Kalimundo, il fait son retour à Nantes. C'est un pari un peu moins risqué que Radakovic, dans le sens où il a déjà joué en Ligue 1, même si ça remonte à pas mal de temps. Néanmoins, ça reste un pari. Awaziem, il a fait 6 ou 7 clubs depuis qu'il a quitté Nantes.
Il a jamais réussi à se stabiliser plus d'1 an et demi dans un club. Là aux États-Unis, c'est vrai que c'était assez intéressant, mais il y a un gap de niveau entre la MLS et la Ligue 1. Saura-t-il la combler? Et puis surtout, à 28 ans, à Waziem, il arrive un peu comme étant le nouveau taulier de la défense. Alors aura-t-il les épaules pour assumer ce rôle-là, lui qui finalement n'a joué que 25 matchs en Ligue 1, et à l'époque c'était un jeune joueur avec Ranieri à Nantes. Donc voilà, à Waziem ça reste un pari, mais on peut dire qu'en gros, à Waziem, Amiens seront titulaires, et après, il y a des doutes. Et si Nantes décide d'aller chercher un défenseur central pour remplacer Nathan Zézé, on peut imaginer, c'est parce que Nantes a décidé de pas forcément, à estimer que les jeunes défenseurs Doucouré et Tati n'étaient pas encore complètement au niveau pour être titulaire en Ligue 1, et que fallait assurer un peu le coup en allant chercher un autre titulaire aux côtés d'Awaziem, même si moi je nourris beaucoup d'espoir notamment sur Tilel Tati, que je trouve, qui a fait un très bon match là face à Rennes, que je trouve vraiment très prometteur, même si, précisons qu'à Nantes, l'épisode Abdoulaye Dabo a laissé aussi un peu des traces, on a peur de lancer des jeunes trop tôt. Lui c'est un 2008, il a que 17 ans, dans tous les cas moi je l'attends l'année prochaine, parce que qui joue avec les pros cette année ou qu'il joue avec les U19, dans tous les cas ce sera une année qui sera intéressante pour lui, parce qu'il va se challenger. Les U19 ils vont jouer la Youth League, Tilel Tati en Youth League, il aura un certain rôle à assumer dans la défense, et j'ai assez hâte de le voir. Et en Ligue 1, franchement, je pense que tu peux le faire jouer en Ligue 1 par moment. Je lui vois limite plus de certitude qu'un Radakovic. Ce n'est que mon opinion. Donc voilà, Tati, je le trouve prometteur. Doucouré, j'ai quelques doutes. Je l'ai trouvé en grosse difficulté face à Guingamp et Laval sur les matchs amicaux. Face à Rennes, c'est vrai qu'il a été vraiment bon, surtout qu'il était accompagné d'un défenseur serbe qui est vraiment pas encore en confiance, il faut qu'il s'adapte, Radakovic à la France, à la Ligue 1, etc. Mais bon, Doucouré a été bon face à Rennes, donc on verra bien. Moi, je serais d'avis, en tout cas, de prioriser la venue d'un latéral gauche, du coup, en priorité, de vendre Duverne, parce que c'est vrai qu'il a un salaire assez important. Alors quand je dis vendre, je pense que Nantes ne pourra pas en tirer des milliers des cents au niveau de l'indemnité, mais se séparer du salaire de Duverne et du joueur, qui a aussi dans le vestiaire. Voilà, je préfère un Kozak qu'un Duverne dans le vestiaire. Sur le terrain, c'est autre chose. Donc voilà, pour moi, il y a une défense qui est quand même... Le recrutement en défense laisse un peu à désirer. On n'a aucune certitude, en tout cas défensivement. Espérons qu'Amiens, avec ce brassard de capitaine et avec ce que va lui demander Luis Castro, qui semble l'apprécier, prenne enfin la mesure un peu de la Ligue 1 et devienne enfin un véritable taulier au poste de latéral droit. Ça fait longtemps que Nantes n'a pas eu de bons latéraux, on l'attend. Alors Kelvin Amiens va-t-il réussir à rehausser encore son niveau de jeu en fonction de ce que va lui demander l'entraîneur portugais? Ça fait partie des questions de la saison. À Waziem, du coup, on peut partir du principe qu'il sera titulaire, aux côtés peut-être de Doucouré ou d'une recrue qui viendrait remplacer Nathan Zézé. Et puis du coup, j'espère Nicolas Kozza et une recrue au poste de latéral gauche, en sachant qu'un départ de Santos, pour moi, sera pas forcément à remplacer au poste de latéral droit, parce qu'il y a Kelvin Amiens qui, en plus de ça, s'il est capitaine, devrait jouer assez systématiquement. Derrière, il y a Aka Pandier. Derrière, tu as aussi Awaziem qui peut jouer sur le couloir droit. Il y a Moutanabi Bodiang. Bref, je ne verrai pas trop l'utilité. En tout cas, c'est pas une priorité de recruter un latéral droit en plus de Kelvin Amiens. Au milieu de terrain, l'entrejeu, et c'est la dernière info mercato que j'avais à vous donner, c'est Hong, le deuxième sud-coréen, qui devrait passer sa visite médicale dans les prochaines heures au FC Nantes, prêt payant de 400 000 € en provenance de Mayence, une option d'achat fixée à 3,5 millions d'euros. C'est le premier joueur de ce standing-là, je trouve, qui arrive à Nantes. C'est-à-dire que, voilà, le mec, il vient de Bundesliga, il a brillé en Belgique, voilà, il arrive quand même avec un certain standing. Alors certes, s'il arrive à Nantes, c'est bien qu'il n'a pas énormément joué avec Mayence cette saison. En même temps, Mayence est européen, ils ont fait une grosse saison l'année dernière, et niveau concurrence au poste de milieu offensif à Mayence, bonjour, hein, entre Nebel, là, le jeune offensif allemand, et Lee Jae-sung, qui est japonais, et qui casse la baraque avec Mayence depuis pas mal de temps, japonais ou sud-coréen, je ne me souviens plus. Donc voilà, forcément, il était en manque de temps de jeu à Mayence, il arrive à Nantes, et il vient renforcer finalement un autre-jeu qui me semble être le point fort de ce FC Nantes-là. C'est là où les jeunes Nantais me semblent être le plus prometteur. Tabibou, Leroux, c'est très fort, ça a été très fort face à Rennes. Tabibou, c'est quasiment sans faute, là, depuis qu'il a fait le tournoi Maurice Révélo. Il a une patte gauche qui est magnifique, c'est transversal, elles sont sublimes. Ses passes, quand il écarte sur le côté, c'est parfait. Ce que je peux limite lui reprocher de ce que j'ai vu des premiers matchs amicaux, et même de ce que j'ai vu par moment quand il jouait avec Nantes, c'est qu'effectivement, il a tendance, si tu prends 45 minutes où il va jouer, tu le verras peut-être 10 minutes,
c'est 10 minutes où Nantes sera certainement bien, où il aura la maîtrise un peu du jeu, etc. Mais il est capable de disparaître d'un match, je le pense, et je le crains aussi peut-être en Ligue 1. Néanmoins, pour moi, Tabibou, c'est le joueur à suivre cette saison à Nantes, dans la mesure où Leroux s'est déjà révélé aux yeux de la Ligue 1. Tabibou, on est tous dans le train, parce que un talent comme lui, voilà, il a 20 ans, il arrive... voilà, je pense vraiment que ça va le faire avec Luis Castro. Pour moi, ça va être le mariage parfait. Je l'attends. Mais finalement, cet entrejeu-là, il est quand même plutôt bien servi à Nantes. L'arrivée de Kwon pour suppléer Coquelin et anticiper les blessures de Coquelin qui risquent encore d'être à répétition parce que il a une certaine fragilité, mais ça reste un joueur qui, sur les 15 matchs qu'il fera, sera certainement très bon, Coquelin. Derrière, du coup, il y a Kwon. Il y a dans une moindre mesure Bamed Duff qui jouera certainement aussi la Youth League, mais qui, par séquence, si Coquelin est blessé, peut faire des apparitions en pro, etc. Il y a le Penant, il y a Louis Leroux, il y a Demen Tabibou, et maintenant il y a Yoon Seok Hong, du coup, qui devrait jouer pas mal à Nantes. Alors, à voir si et Tabibou et Hong sont capables de jouer ailier droit et offrir une solution supplémentaire à Yacine Benatab au poste d'ailier droit, un poste où Nantes recherche aussi un joueur selon le papier de Ouest France. Donc ça va être tout ça, ça va faire partie des choses à surveiller. J'ai un petit regret malgré tout sur cet embouteillage en quelque sorte dans l'entrejeu. Alors je pense que on a tout le monde au milieu de terrain, ça y est, hein, Nantes a fait, voilà, c'est une des forces de Nantes, hein, Coquelin, Le Penant, Leroux, Tabibou, t'as quand même quelques valeurs sûres. Je pense que Kwon, ça peut être un bon coup aussi parce que il a un profil qui peut bien se marier avec la Ligue 1 au niveau de l'intensité physique, etc. Je pense que ça peut être intéressant. Il y a Hong aussi qui, je pense, a une bonne patte gauche, qui va venir concurrencer un peu Tabibou. À voir ce que tout ça va donner. C'est vrai qu'on a un peu un embouteillage de qualité à ce poste-là, là où à d'autres postes, j'en parlais notamment en charnière centrale et au poste de latéral gauche, il y a peut-être un déficit de qualité. Là, au milieu de terrain, c'est vrai qu'on a du beau monde. Et j'ai un peu des regrets vis-à-vis de deux joueurs, c'est Sacha Ziani et Mathis Auger. Qui je trouve qui sont plus âgés que les jeunes qu'on a actuellement à Nantes qui devraient se révéler, qui sont tous deux, je crois, en fin de contrat dans 1 an. Pour qui du coup c'est peut-être leur dernière chance. Ils font des bonnes choses là en amical. J'ai beaucoup aimé Sacha Ziani, ses 3 rentrées en amical, je trouve, ont été très intéressantes. Mathis Auger a un volume de jeu qui est vraiment bon, une qualité technique, il est assez complet, et c'est aussi deux joueurs qui sont un petit peu fragiles et ça leur a un petit peu plombé leur progression. Mais j'ai le regret de me dire que peut-être que si ce secteur-là avait été un petit peu moins pourvu, comme c'était le cas il y a peut-être 1 an ou 2 ans, si on avait réussi à se séparer de Chirivella un petit peu plus tôt, ou même de Moutoussamy encore un peu avant, je pense que c'est des joueurs qui auraient pu apporter au FC Nantes. Je pense qu'ils auraient pu se révéler en Ligue 1 parce que je leur vois vraiment de la qualité. Et je pense que l'arrivée de Yoon Seok Hong, plus celle de Kwon, plus Leroux, Tabibou, Le Penant, Coquelin, Duff aussi qui est là au milieu de terrain, tous ces joueurs-là, c'est un petit peu mettre fin à leur espoir de se révéler cette année en Ligue 1 parce que il y a quand même beaucoup de monde et là je pense qu'ils vont être un peu barrés par la concurrence au FC Nantes. Donc c'est le seul regret que j'ai pour ce qui est de l'entrejeu nantais qui est évidemment une des forces de cette équipe. Devant du coup, on a évidemment quelques doutes. Pour l'instant, les deux seuls ailiers qu'on a, c'est Guirassy, Benatab. Mahamoud est capable aussi de jouer un peu au poste d'ailier gauche. Il a montré quelques limites, Mahamoud, je trouve. On verra bien ce que ça va donner. On sait qu'il revient d'une longue blessure toute l'année dernière, donc une saison quasiment blanche. Il a malgré tout, je trouve, une bonne qualité de frappe, peut-être même mieux que Guirassy, qui lui, par contre, dans ses appels est tranchant, dans ses dribbles est tranchant. Il a fait une passe D là pour Louis Leroux lors du match amical face à Rennes. Guirassy, s'il parvient à améliorer sa finition, ça va faire mal, hein, parce que quand tu vois le nombre d'occasions, tu mets, on pourrait faire un highlight de Guirassy sur toutes les occasions qu'il a manquées sur les 3 matchs amicaux. Le highlight, il durerait 10 minutes, quoi. Franchement, il a raté beaucoup d'occasions, mais s'il améliore sa finition, je pense qu'il peut vraiment briller au FC Nantes, Guirassy. Mahamoud, lui, a peut-être une meilleure finition, je trouve, est un petit peu plus brouillon et moins tranchant dans ses appels. Guirassy a fait tout un travail sans ballon que je juge beaucoup plus intéressant et beaucoup plus compatible à la Ligue 1 que ce qu'est capable de faire Mahamoud aujourd'hui. Donc voilà, pour moi c'est à ce poste d'ailier gauche là, Guirassy sera sûrement mis en concurrence avec une recrue, vu qu'on parlait d'une recrue et au poste d'ailier gauche et au poste d'ailier droit. Et on devrait avoir pareil, une concurrence avec Benatab et une potentielle autre recrue au poste d'ailier droit de l'autre côté, avec un Mathis Ablid en pointe. Voilà, je pense qu'offensivement,
moi j'y crois. Je pense qu'offensivement, Nantes parviendra et aura les arguments nécessaires pour inscrire pas mal de buts. Parce qu'en plus de ça, on a des milieux qui sont davantage capables de se projeter. On a plus de milieux offensifs, on a plus de qualité. Le Penant, offensivement, il est assez intéressant. Tabibou, Leroux et maintenant Yoon Seok Hong. On a aussi des milieux qui sont capables de plus se projeter, plus apporter. Donc si tu rajoutes à ça des ailiers assez virevoltants, tout ça, et un Ablin qui, espérons, retrouve aussi un petit peu de confiance. Parce qu'Ablin, il ne faut pas oublier que depuis la mi-mars, c'était compliqué. Y compris avec l'équipe de France Espoir. Donc si Ablin se relance bien, il nous sort une saison XXL avec Nantes. Voilà, je me fais pas trop de soucis, et pour le milieu de terrain, et pour l'attaque. Moi, c'est vraiment en défense où je garde évidemment des réserves assez importantes, au vu du recrutement de Koza, de Radakovic, principalement. Donc c'est pour ça, j'espère quand même encore 1 à 2 renforts en défense pour consolider un petit peu le tout. Si ces joueurs-là n'arrivent pas, j'espère que Nantes fera confiance à sa jeunesse. Si, imaginons, un Doucouré, ça ne fonctionne pas aux côtés d'Awaziem, j'espère que Castro aura le courage de mettre un Tati 17 ans titulaire, parce que j'ai beaucoup d'espoir en Tillel Tati et j'y crois franchement beaucoup. Je pense que c'est le remplaçant de Nathan Zézé. Alors peut-être pas tout de suite, peut-être que dans 1 an, peut-être que dans 2 ans, mais j'ai beaucoup d'espoir en lui à ce poste-là. Donc voilà, on surveillera tout ça. C'était l'occasion du coup de faire un petit point à la fois sur le mercato et un petit point sur l'effectif actuel du FC Nantes. On a un petit peu plus une ligne de route désormais sur le dernier mois du mercato qui arrive, là le mois d'août, où Nantes va également démarrer son championnat avec la réception du PSG qui va être compliqué. Je crois qu'après il y a également Auxerre, donc voilà, il faudra pas attendre trop longtemps non plus. C'est aussi pour ça que j'aime bien le mercato nantais, c'est que ça a pas mal bougé assez rapidement finalement. Et du coup, on est déjà lancé dans ce nouveau projet-là et on a l'impression qu'on a tourné la page depuis déjà 3-4 semaines et ça fait du bien. Donc voilà, on voit un petit peu plus clair dans l'horizon, on voit un petit peu plus clair à l'horizon en vue de ce qui arrive au FC Nantes. Donc j'espère que cet épisode un petit peu particulier du journal du Mercato Nantais vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao tout le monde.